C'est l'heure du journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, deux chefs de Fouktane à Touamasn ont démissionné aujourd'hui suite aux troubles concernant la distribution de l'aide sociale. Selon leur déclaration, des menaces pesant sur eux ont motivé cette décision. Andoniana Martina, Zahra Djiansu. Après 6 années à la tête de son Fouktane, Lamas Victorien, chef de Fouktane à Mangarane, parcelle 1146, a démissionné aujourd'hui. La décision serait motivée par la peur et le souci de protéger sa vie, selon les informations qu'il a publiées sur Facebook. Il a déclaré qu'une tentative de cambriolage de sa maison était en préparation. Peu de temps après cette vidéo, Zola Rinasoudimbnien, chef de Fouktane Imagarivcha Sud, parcelle 2153, a également partagé une déclaration. Selon les informations, de nombreux sinistrés du cyclone Jezani à Touamasn n'ont toujours pas reçu d'aide et attendent une organisation. Comme c'est le cas au Fouktane Anjanmadu parcelle 1143, où les habitants se déplacent pour chercher des solutions, ce qui provoque de nombreuses plaintes sur place. En politique, Vivatou, ancien gouverneur de la région de Vaknakarech, a été placé en détention provisoire à la prison d'Avaradjan. Il a comparu hier devant le tribunal. Les charges retenues contre lui portant sur des faits de tentative de trouble à l'ordre public et à l'atteinte à la sûreté de l'État. Il avait été arrêté le 14 février dernier à Antirabé et transféré à Antananarive. Sa résidence avait également été perquisitionnée par les forces de l'ordre à ce moment-là. Et parlons de météo à présent, le cyclone Horatio, actuellement dans l'océan Indien, n'aura aucun impact sur Madagascar selon les prévisions publiées par Météo Madagascar. Le risque de formation d'un autre système perturbé reste faible pour la semaine du 23 février au dimanche 1er mars, précise Météo. Un temps globalement sec est prévu sur les côtes centre-ouest, sud-ouest, ainsi que dans la partie sud de l'île. Les pluies de saison persisteront toutefois dans les autres régions. Face aux précipitations successives attendues, les services météorologiques appellent la population à la vigilance, notamment face au risque de montée des eaux et des crues de rivières dans les zones inondables. Concernant les températures, les minimales varieront entre 14 et 26 degrés C le matin, tandis que les maximales oscilleront entre 27 et 36 degrés C dans l'après-midi. Dans le domaine de la santé, 952 cas cumulés de Mpox ont été enregistrés jusqu'au 22 février, selon le rapport du ministère de la Santé publique. Mahajanga demeure l'épicentre de la maladie avec 57% des cas. Antananarivo arrive en deuxième position avec 12%. Felana Rakutarsoul pour plus de détails. 8 cas ont été signalés le 22 février, dont 7 anciens cas et un nouveau cas, d'après la communication du ministère de tutelle publiée hier. 12 cas suspects ont également été recensés. 14 tests ont été réalisés à la date du 22 février. Le cumul des cas de Mpox s'élève ainsi à 952 jusqu'au 22 février, toujours selon le rapport du ministère de la Santé publique. Parmi ces chiffres, 387 personnes ont été confirmées porteuses du virus, tandis que 267 cas restent suspects. 255 personnes sont déclarées guéries et 725 tests ont été effectués au total. Mahajang reste en tête avec 57% de cas enregistrés. Antananarivo suit avec 12%. Les zones les plus peuplées d'Antananarive concentrent le plus grand nombre de cas, selon toujours le rapport du ministère. Fianarantsu, Antananarive, Atimjan et Tuliar 1 ferment la marche avec un taux identique de 3% chacune. Dans les actualités également, comme annoncé précédemment dans notre édition, des modifications ont été apportées au tarif de visa d'entrée à Madagascar. Les personnes en mission officielle sur le territoire ne sont pas concernées par ces changements. Par ailleurs, une réduction de 50% est accordée aux étudiants étrangers poursuivant leurs études dans les grandes écoles du pays, selon les précisions apportées hier par la Direction générale des impôts. Les détails. Selon les informations publiées par la Direction générale des impôts,
Les frais de visa de séjour à Madagascar sont réduits de 50% pour les étudiants étrangers poursuivant leurs études dans l'un des établissements supérieurs du pays, ainsi que pour les missionnaires sans distinction de confession religieuse et leurs conjoints résidant sur le territoire. Ces frais sont totalement exonérés pour les personnes en mission officielle, notamment les détenteurs d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service et un ordre de mission. Voici les nouveaux tarifs des visas en arrière publiés hier. Pour 15 jours ou moins, 65 000 arrières. Pour plus de 15 jours jusqu'à 1 mois, 104 000 arrières. Plus de 1 mois jusqu'à 2 mois, 130 000 arrières. Plus de 2 mois jusqu'à 3 mois, 182 000 arrières. Plus de 3 mois jusqu'à 3 ans, 292 500 arrières. Plus de 3 ans jusqu'à 5 ans, 390 000 arrières. Plus de 5 ans et résidence permanente, 487 500 arrières. Autorisation de séjour renouvelable pour travailleurs étrangers, investisseurs, retraités, missionnaires, représentation de plus de 3 mois, regroupement familial pour les travailleurs étrangers et les conjoints des ressortissants malagasy, 182 000 arrières. Autorisation renouvelable pour le passage du statut de non-immigrant à immigrant, 325 000 arrières. Prolongation de séjour ou autorisation de sortie définitive du territoire, 130 000 arrières. Par ailleurs, les modalités de perception du droit de visa en ligne sont fixées par texte réglementaire. Et en économie, l'arrière reprend légèrement de valeur face à l'euro et au dollar américain depuis le mois de janvier. À ce jour, l'euro s'échange à 4 993 arrières, tandis que le dollar est à 4 284 arrières. Les détails. Au cours des 14 derniers mois, l'euro a avoisiné les 5 000 arrières. Il a même atteint 5 309 arrières le 6 janvier dernier. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, son cours n'a cessé de baisser pour s'établir à 4 993 arrières. La baisse de la valeur des devises contribue à réduire les dépenses liées aux produits importés, notamment le carburant, les matières premières, ainsi que les produits de première nécessité. Si cette tendance se maintient, elle pourrait participer à la stabilisation, voire à la diminution de certains prix sur le marché local, selon un économiste. Du côté des consommateurs, l'impact reste encore limité pour le moment. Même si l'appréciation de l'arrière constitue une bonne nouvelle sur le plan macroéconomique, ses effets concrets dans la vie quotidienne des ménages prennent généralement du temps à se faire ressentir. La prudence reste toutefois de mise, souligne cet économiste, car le marché des devises demeure fluctuant. Une baisse des exportations ou une hausse soudaine des importations pourrait rapidement inverser la tendance actuelle. Si l'euro s'établit aujourd'hui à 4 993 arrières, le dollar quant à lui est à 4 284 arrières. Dans la page culturelle, 35 ans consacrés à la composition musicale pour Ranjanev Bruno, plus connu sous le nom de Barvoul, l'un des compositeurs de musique évangélique les plus singuliers à Madagascar. Son parcours, son histoire et le chemin qu'il a emprunté dans l'univers de la création musicale sont à découvrir dans ce reportage de Andeniane Martina et de Nzar Ranjiansu. L'extrait que nous venons d'écouter est une œuvre de Ranjanev Bruno, connu du grand public sous le nom de Barvoul. Il compose depuis 1989, mais il considère l'année 1991 comme le point de départ officiel de sa carrière. Autodidacte, il affirme que son talent pour la composition est avant tout un don. Les compositions de Barvoul sont principalement axées sur la musique évangélique. Après son départ de l'AMAF, il commence à enseigner le chant et devient chef de chœur au sein de la CFF ou chorale FUIBF FPVM en 2022, fonction qu'il occupe jusqu'à ce jour. Son travail met un accent particulier sur l'encadrement des jeunes, tout en s'inspirant fortement des réalités sociales dans lesquelles évolue la société. Aujourd'hui, Barvoul totalise 35 ans de carrière dans la composition musicale.
Pour lui, l'essence d'un bon chant réside dans un message court, simple et qui touche directement le cœur de l'auditeur. La célébration de ces 35 années de création musicale sera marquée par un grand événement prévu le 28 février à Tanananjan. Et en sport, les athlètes pratiquant la lutte dans la Ligue régionale de Vaknakarach ont remporté 6 médailles lors du championnat pour désigner les futurs champions de Madagascar, organisé les 14 et 15 février dernier à Antananarivo. Bien que la Ligue soit toute récente, les résultats sont excellents grâce aux efforts des athlètes et de leurs entraîneurs. La préparation pour les prochaines compétitions continue pour les lutteurs de la Ligue régionale de Vaknakarach. Jameson Ranjanarman de Viva Antirabe. Excellent résultat pour la lutte à Vaknakarach lors du championnat pour désigner les champions de Madagascar tenu les 14 et 15 février à Antananarivo. Même si la Ligue régionale de Vaknakarach n'a été créée que le 7 février, ces athlètes ont décroché le plus grand nombre de médailles après Analamang. Médaille d'or, Natacha, moins de 23 ans, et Unza, moins de 17 ans. Médaille d'argent, Lach, moins de 17 ans. Médaille de bronze, Sanjic, moins de 20 ans, Flavien, moins de 23 ans, et Arsène, moins de 20 ans. Ces succès sont le fruit des efforts individuels et surtout du travail des entraîneurs. La préparation a duré 2 mois avec 4 entraînements par semaine, ce qui a permis d'obtenir ces excellents résultats. La préparation se poursuit pour les prochaines compétitions pour les lutteurs de Vaknakarach. La Ligue régionale de Vaknakarach compte actuellement environ 200 lutteurs. Et passons aux actualités internationales. Malgré la poursuite des combats, Russes et Ukrainiens négocient depuis 2025 une cessation des hostilités sous l'impulsion de Donald Trump. Mais alors que Zelensky estime que Trump ne fait pas suffisamment de pression sur Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre, quelle est la stratégie du président américain? Réponse dans ce reportage de France 24. C'est sans doute la principale impasse dans laquelle Donald Trump s'est laissé entraîner depuis le début de son mandat. Sa célèbre déclaration de campagne qui jurait de régler le conflit en Ukraine en 24 heures n'a d'ailleurs rien arrangé à la perception que toutes les chancelleries du monde peuvent désormais avoir de la stratégie américaine face à Vladimir Poutine. Certes, Donald Trump peut se rassurer en martelant qu'il a arraché un accord sur les terres rares ukrainiennes, sans qu'il soit encore possible aujourd'hui d'en déterminer la valeur réelle. Certes, les fonds américains consacrés à l'effort de guerre ukrainien ne sont plus aujourd'hui que des promesses tenues mais formulées par la précédente administration. Mais il n'en demeure pas moins que la diplomatie américaine et celle de Donald Trump restent en échec. On se souvient de l'épisode en Alaska l'été dernier qui restera dans les mémoires comme l'un des principaux camouflets diplomatiques de l'histoire américaine moderne. On se souvient des colères à géométrie variable du président américain, tantôt adressées à Volodymyr Zelensky avec cet épisode dans le bureau ovale qui avait sidéré le monde, et tantôt adressées à Vladimir Poutine également, sans que tout cela n'ait jamais vraiment eu d'effet concret, en tout cas pas sur le champ de bataille ukrainien. Pas plus d'ailleurs que les innombrables allers-retours de Steve Witkoff et des plus proches conseillers du président, qui ont sans doute sincèrement tenté d'offrir un succès diplomatique à leur mentor. Mais voilà, aujourd'hui, l'Ukraine qui entre dans sa 5e année de guerre sans que personne ne soit vraiment capable de donner un bilan humain que l'on sait pourtant absolument considérable. Concrètement, la seule chose qui évolue sur la ligne de front de l'Est de l'Ukraine, ce n'est pas vraiment la forme de cette ligne, ce n'est pas vraiment l'ascendant d'un camp ou de l'autre. La seule chose qui évolue à la baisse, c'est le soutien de l'effort de guerre en dollars et une proportion toujours plus astronomique de morts au combat. Une partie du Mexique vit depuis plusieurs heures maintenant une situation particulièrement instable après que le baron de la drogue El Mancho a été abattu dimanche avec le soutien des États-Unis. Son puissant cartel, le CJNG, a violemment répliqué en bloquant des routes et en incendiant des véhicules, notamment dans l'ouest du pays. 10 000 soldats ont été déployés. France 24.
Le CJNG, en français, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, est l'un des plus puissants cartels du Mexique. À la base, le groupe opérait comme branche armée du cartel de Sinaloa, où il menait une guerre de territoire dans l'est de Veracruz. Mais en 2009, le chef du cartel de Sinaloa est capturé, ce qui provoque des divisions internes. Et de ces divisions est né le CJNG. C'est sous la direction de Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom d'El Mencho, que le cartel devient une organisation indépendante de production et de trafic de drogue qui approvisionne les marchés mondiaux et principalement le marché américain. Il y a évidemment, regardez, de la cocaïne, mais également des méthamphétamines et le fentanyl. En une décennie, le CJNG a diversifié ses sources de revenus. On le voit juste ici. Il y a du trafic d'armes désormais, blanchiment d'argent, les extorsions, des meurtres, des enlèvements, de l'évasion fiscale, du vol et du trafic de carburant, de la traite d'êtres humains, l'exploitation minière également, et l'exploitation forestière. Oui, le Mexique estime que c'est un groupe criminel bien organisé, doté de solides réseaux financiers et d'alliés dans la plupart des États du pays. Comme on le voit juste ici, il a pris le contrôle du narcotrafic dans 22 États sur les 31 que compte le Mexique. Évidemment, il y a Jalisco, Nayarit, également Colima et Veracruz que l'on voit ici en rouge, mais aussi, regardez, partout où vous voyez ces petits points verts qui démontrent d'une présence significative du cartel dans ces États. En fait, le CJNG a mis au point un modèle de franchise pour faciliter son expansion, c'est-à-dire qu'il a conclu des accords d'affiliation avec des gangs locaux plus petits pour aller au-delà de ses fiefs. D'ailleurs, regardez, le groupe a différents logos en fonction des endroits où ses membres opèrent. Le groupe compterait aujourd'hui au Mexique, regardez, entre 15 000 et 20 000 membres et générerait des revenus annuels estimés à plusieurs milliards de dollars. Pour terminer, l'Europe est confrontée depuis 4 ans au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, mais l'Union européenne a du mal à parler d'une même voix. Impossible d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie en raison du veto de la Hongrie de Viktor Orban. Le Premier ministre slovaque, lui, a annoncé l'arrêt de ses livraisons d'électricité à Kiev. France 24. Elle espérait une autre issue à cette journée, mais la chef de la diplomatie européenne ne peut que déplorer l'absence d'un accord entre les 27 sur de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est un revers et un message que nous ne souhaitions pas transmettre aujourd'hui, mais le travail se poursuit. En cause, le veto de Budapest. La Hongrie l'avait annoncé dès ce week-end car elle exige la reprise des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba qui traverse l'Ukraine. Un pipeline mis hors service après des frappes russes fin janvier. Les autorités hongroises dénoncent un mensonge de Kiev. Puisque les Ukrainiens menacent la sécurité énergétique de la Hongrie, cette dernière refuse de contribuer à toute décision prise à Bruxelles qui servirait les intérêts ukrainiens. Le Premier ministre Viktor Orban entend aussi bloquer l'adoption d'un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Autre coup dur pour Kiev, Bratislava annonce arrêter ses livraisons d'électricité d'urgence. Une décision prise car la Slovaquie est aussi touchée par l'interruption du transit de pétrole russe à travers l'oléoduc Druzhba. À ce jour, si la partie ukrainienne sollicite l'aide de la Slovaquie pour stabiliser le réseau énergétique ukrainien, cette aide ne sera pas fournie. Selon Amnesty International, l'Ukraine a déjà perdu plus de la moitié de sa capacité de production d'énergie. Des millions d'Ukrainiens vivent sans chauffage fiable alors que l'hiver est particulièrement rigoureux. Et c'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.